Petit message pour vous dire que toutes mes vidéos sont maintenant disponibles en podcast. Toutes mes vidéos YouTube seront disponibles dorénavant en podcast sur toutes les plateformes de streaming. C'est à vous de jouer. Bonne écoute. Salam salam la famille Outsider, j'espère que vous allez bien, vous êtes en paix et en santé. On se retrouve encore une fois avec Willou. On vient de terminer la vidéo voilà, en route pour le Ballon d'Or édition latérale gauche. Maintenant on va passer édition latérale droit. Willou, comment tu vas déjà? Ouais, ça roule. C'était un bon débat à gauche. C'était très intéressant et notre équipe type Ballon d'Or est en train de prendre une tournure qui va ravir certains. Logique. Passons à droite maintenant où il y a discussion sur pas mal de positions et j'ai hâte de connaître ton top 5 parce que perso j'ai un petit peu galéré pour le composer. Non, je suis d'accord avec toi parce que là en parlant d'équipe type du Ballon d'Or, moi je trouve cette série vraiment exceptionnelle parce que ça nous permet vraiment de pouvoir voilà calmement se dire voilà il y a X, il y a Y, il y a tel joueur et puis tout. Mais au-delà de ça, je me dis tiens, on peut même s'amuser à la fin à faire genre comme ils font en NBA, hein, NBA First Team, Second Team, Third Team parce que là on peut vraiment prendre tous les classements. On peut faire jusqu'à Fifth Team en fait si on a envie de faire. C'est aussi un peu notre Big 50 quoi, parce qu'à la fin on aura fait 10 épisodes, 5 joueurs par épisode, on aura nos 50, je sais pas comment on veut les appeler, mais les 50 d'or. Les 50 d'or. C'est une magnifique série totalement trouvée, inventée, créée par Stan. Rendons à César ce qui appartient à César. Il s'est géré. Non, c'est ça, je me suis géré sur ce coup-ci. Pas de tocarisme. Bon, du coup, à droite. Autant à gauche, on va pas vous dire, vous avez qu'à aller voir la vidéo sur la chaîne de Willou, c'était chaud. Autant à droite, déjà liste complémentaire. Alors liste complémentaire à droite, c'est compliqué. Encore une fois, tu l'as dit dans l'autre vidéo, c'est dur aujourd'hui parce que le poste de latéral est devenu un poste très hybride. En fait, hein, tu sais pas si t'es un latéral. Tu vois, c'est que on prend le cas de Kyle Walker. L'évolution de la carrière de Kyle Walker, un tout petit peu. C'est Kyle Walker qui est un latéral normal à Tottenham, tu vois, genre défense à 4, hop. Il arrive à Manchester City, la même chose. Mais à un moment donné, dans l'évolution avec Pep Guardiola, ça passe un tout petit peu avec un Kyle Walker qui reste un tout petit peu en défense centrale au lieu de se projeter comme il se doit parce que Pep voit les choses autrement et Pep a envie d'utiliser peut-être sa vitesse autrement, défensivement, pour couvrir ses centraux, pour couvrir les autres quand ils vont pas redescendre et tout. Donc, c'est assez compliqué aujourd'hui de définir réellement c'est quoi un latéral, mais bon, globalement parlant, ça reste le mec qui joue sur le côté le plus excentré, en tout cas défensivement. Donc, là, je pense dans mon top 5, j'ai 3 mecs, je doute vraiment de si on doit les caractériser vraiment comme latéral droit. C'est juste pour dire que c'est un peu le début des embrouilles. Ouais. Mais je vais te donner un nom de ma liste complémentaire, comme ça on démarre avec lui, c'est un vrai latéral droit, il n'y a pas de question. Et je pense que c'est normal aussi de ne pas le mettre dans le top 5. C'était un petit peu comme mon shout-out sur les gardiens pour Dean Henderson. J'ai envie de se passer un petit coucou à Daniel Munoz de Crystal Palace, qui a fait très belle saison. C'est vous, voilà. 29 ans, colombien, on va pas en entendre parler 300 fois sur sa carrière, mais depuis qu'il est arrivé à Palace, depuis Genk en janvier 2024, 1 an et demi très bon, et sa dernière année, une machine. J'ai vu les chiffres avancés, 99e centile en tacle, top 1% en tacle, 81e centile en interception, 90e centile en duel aérien remporté, tout ce que tu veux d'un latéral droit à l'ancienne, vraiment bien défensif, mais aussi de la projection. C'est une petite dynamo sur son couloir droit. Il termine la saison 96e centile en expected goals créés. Il était souvent à la conclusion des actions. Il a donné la passe décisive en finale de FA Cup pour Eberechi Eze. C'est un fan favorite des supporters de Crystal Palace et il a contribué énormément dans la plus grande saison de l'histoire du club. Donc saluons-le. C'était un des grands moments de 2024-2025, ce titre de Palace. J'en ai pas parlé à Pep quelques jours plus tard en interview, c'était un sujet à ne pas aborder. Pourtant, j'avais envie de lui dire la beauté du foot, c'est pas ça aussi les petits, la magie du foot, le foot de l'art, etc. On n'a pas parlé de Crystal Palace et on n'a pas parlé de Daniel Munoz, mais il méritait sa place et son shout-out
dans cette ligue. Non, tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein. Franchement, 4 buts, 5 passes D en Première Ligue. Moi, je me rappelle de lui l'année passée. En plus, j'aime beaucoup en plus ce genre de gabarit-là. Moi, je sais pas, j'aime les gars, ils sont stock. Tu vois, c'est comme quand tu choisissais, comme dans les jeux vidéo, quand tu choisis le profil de ton joueur là, en carrière solo là, et tout, et que tu peux prendre soit il est maigre, il est grand, soit il est... Stan, il faisait Adama Traoré. C'est juste stock comme ça, un gars, il est rapide. C'est que tu peux rien contre lui. 1m83, le centre de gravité, il est solide. Tu vois, donc franchement, tu peux, vraie valeur dans ce championnat-là. Il a fait une top saison et je vois aussi titulaire en équipe nationale. Donc hâte de voir, hâte de le voir. Et d'ailleurs, ils sont où les Colombiens? Ils sont 6e en ce moment dans les qualifications de la Coupe du Monde. Bon, ça devrait aller hein, normalement s'ils se font pas rattraper par le Venezuela. Donc, on devrait voir normalement la Colombie à la prochaine Coupe du Monde. Donc, éventuellement, on devrait voir aussi un boy comme Munoz à la prochaine Coupe du Monde. Donc, ouais, je suis d'accord avec toi sur Munoz. Moi, j'avais 3 joueurs, encore une fois, 3 joueurs de Première Ligue, championnat que je connais, je maîtrise, que j'ai l'habitude de voir. Je regarde les petits matchs, les gros matchs. Et parmi ces 3-là, il y a, comment il s'appelle? Olaena. Il y a Olaena. Le classique. Ouais, Olaena, c'est mon gars. Vous le savez, moi, dans mes drafts, il y a toujours Olaena. Je sais pas, Olaena est tellement underrated. C'est incroyable, en fait, à quel point il est genre, les gars ne donnent pas le respect qu'il se doit à Olaena. Moi, il m'a bluffé, je me rappelle. Je pense que c'était la CAN. C'est depuis la CAN 2019. La CAN, je pense que c'était en Égypte. C'est 2019, le Niger. Mais la dernière aussi, je crois, il a été, lui, en fait, toutes les Coupes d'Afrique, il est là. Le Olaena en équipe nationale, là, il est tout simplement toujours au top. Tu peux compter sur lui offensivement, défensivement, grosse saison de sa part cette année. Comment il s'appelle? Il y a Mazraoui, qui pour moi, dans une équipe de Manchester United qui n'a pas été bonne, qui a fait une mauvaise saison en fait, qui a tout simplement été ultra décevante. Il y avait un mec qui était là et qui constamment sortait des top performances, qui était là défensivement pour toujours pour soutenir ses coéquipiers. Tellement généreux le Mazraoui, tellement généreux qu'à un moment donné, Erik ten Hag, avant de partir, il a fait jouer, est-ce qu'il n'a pas fait jouer Mazraoui 10 ou il a fait jouer Mazraoui ailier droit, un truc comme ça, tu vois, il le mettait encore un peu plus haut sur le terrain. Mazraoui, on connaît sa carrière, il a fait du bon boulot partout où il est passé. Il est juste tombé sur une mauvaise passe de Manchester United, malheureusement, mais j'ai hâte de voir cette saison comment ils vont se gérer. Top, top, top. Et j'ai envie de finir avec un autre gars qui lui aussi était dans une équipe d'autocar, une équipe de nullards. On va jouer contre eux sûrement dans où le match il a déjà commencé. C'est Pedro Porro. C'est Pedro Porro. Ouais. Top, 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 top. Absolument rien à dire. Bravo encore une fois. Moi, c'est un des boys de Tottenham que j'apprécie énormément. Je trouve que lui aussi, peut-être qu'on ne met pas assez de lumière sur lui, mais Pedro Porro, tu peux compter sur lui offensivement, défensivement. Il est très, très bon. Il est très, très bon. Beaucoup d'intensité dans son jeu, beaucoup de sérieux dans son jeu, ça se voit. Très peu d'erreurs aussi. Quand Pedro Porro il est en bonne santé et qu'il n'est pas blessé, malheureusement ces dernières saisons, il y a eu quelques blessures par-ci, par-là qui l'ont un tout petit peu retardé. Mais quand il est en bonne santé et qu'il n'est pas blessé, ça fait partie des top latéraux du championnat anglais, même des top latéraux européens. Ça m'amène à me dire quand même les Espagnols, encore une fois, on en parlait la semaine passée. Franchement, partout il y a des Espagnols. Il y a tout le temps un Espagnol qui est là. C'est vraiment... on en parlait il y a quelques minutes aussi. Sur les latéraux gauche, tu peux citer pas mal d'Espagnols. C'est incroyable, franchement. Donc ouais. Aïe aïe aïe. Donc... aïe aïe. Les ennuis pour nous dans un an. Mais ouais, Pedro Porro, je suis d'accord. Tout ce que tu as cité, je suis d'accord. J'ajouterais en dehors de Première Ligue à un gars qui encore une fois a porté son équipe au titre en Serie A, Di Lorenzo, Mr. Reliable. Ce mec-là, c'est assez choquant. Il a 31 ans. Il a encore été capitaine d'un Naples, champion d'Italie, etc. Et à 31 ans, le mec, il a 2 blessures dans toute sa carrière. Et une de ces 2 blessures, c'était la saison dernière, une grippe abdominale. Donc en gros, il a dû commander un Chinois sur Uber Eats, ce qui n'est pas passé. Et il a raté un match. Il a raté un match à cause de ça. Donc le mec, c'est un, comme on dit les Américains avec la NBA, c'est un Iron Man, c'est un homme de fer. Il est tout le temps disponible. Les 3 dernières saisons de Di Lorenzo en championnat, c'est 37, 36 et 37 matchs. 3 buts, 3 passes D cette saison avec Naples, le capitaine d'une équipe qui remporte le Scudetto et qui n'était pas forcément attendu sur ces hauteurs-là. Maintenant, on va revoir Naples en Champions avec Conte, avec McTominay, avec Kevin De Bruyne. Et il peut jouer...
Il peut jouer de partout en plus. Il peut jouer défenseur central droit aussi, donc très très bon. Ouais, non, je regardais les statistiques de Di Lorenzo. En fait, les 5 dernières saisons sont incroyables. Di Lorenzo, lui, il abuse. Ouais. C'est 49 matchs joués en 2020-2021. Quand même, 42 matchs ensuite, 47 matchs joués et 39 matchs toutes compétitions confondues joués l'année passée. Et en cumulé, ça te donne plus d'une... Combien de passes décisives là? Je sais même pas. Là, ça fait quoi? Ça fait 12, plus 7, ça fait 19, plus 2, ça fait 21, plus 8, ça fait combien? Ça fait 29. 29 passes décisives. Ça fait... Et de toute manière, tu peux remonter jusqu'à la première saison de la carrière de Di Lorenzo. Il joue tous les matchs à chaque fois, même quand il était en 4e division. C'est vrai. D'ailleurs, la trajectoire de Di Lorenzo, j'espère qu'il y a un documentaire sur lui qui est prévu un jour, parce que ce mec-là a fait une ascension totalement folle, de la 4e ou 3e division, mais peut-être même 4e. Et pendant longtemps, c'est un vrai late bloomer, quoi. On l'a découvert sur le tas et est devenu le capitaine du Naples, champion d'Italie. C'est l'ascension italienne. Non, franchement. Et du coup, ouais. Je savais même pas qu'il jouait Matera, ouais, série C. Ouais, 4e division, 3e division. Il a fait tous les étages et à chaque fois, il a tout le temps joué. 37 matchs, 38 matchs, machin. Ça doit être le professionnel ultime. Je pense qu'il est vraiment top. Mes respects à lui et j'ai hâte de voir effectivement ce Naples-là avec Kevin De Bruyne et tout ça. Et puis, comme tu as dit, champion. Donc, on a hâte de voir cette saison ce que ça va donner. Donc, du coup, on arrive là dans notre top 5. Pas facile, franchement compliqué, très difficile et tout. Mais on va y aller directement. On va sauter. En 5e position, j'ai mis Frimpong. J'ai mis Frimpong en 5e position. Pourquoi j'ai mis Frimpong? Parce que je trouve que, bon, voilà, comme je disais en début, c'est difficile de voir si t'es latéral, si t'es milieu droit, si t'es ailier droit. La dernière fois, avec Liverpool, il a joué en position presque d'ailier droit. Ça m'a amené à me dire que... Ouais. Il a joué à la place de Salah, ouais, quand il a remplacé Salah. Ça m'amène à me dire, ben tiens, ça c'est pas mal pour Arne Slot parce que Mohamed Salah va disparaître pendant un mois dans une période importante en Première Ligue cette année, donc Boxing Day, fin de l'année, début janvier et tout. Mohamed Salah ne sera pas là, il va aller avec l'Égypte. Peut-être que ça va pas durer aussi. Hein. La dernière fois, on pensait que ça allait durer. Il a été éliminé assez vite, les Égyptiens, malheureusement. Donc Salah a dû rentrer sur le... Mais bon, en général, t'as pas envie de parier trop contre l'Égypte. Non, franchement, nous, on les connaît, les pharaons sur le continent. Ces bandits-là, il y a que eux, ils ont fait 3 Coupes d'Afrique ici. Ils étaient là à nous traumatiser. Ils ont traumatisé tout le monde. Ils ont traumatisé Eto'o. C'était l'Espagne. Ils ont traumatisé Drogba. Ils ont traumatisé toutes les générations, en fait, tu vois. Donc, du coup, je me dis, tiens, normalement, les Égyptiens, et en plus, Salah, c'est ce qui lui manque réellement aujourd'hui, dans son palmarès. Donc, je pense qu'il va aller là jouer très, très sérieusement et très focus avec, comment il s'appelle, l'autre aussi de... Marmouche et puis tous les autres qui sont encore là. Donc, du coup, c'est ça. Moi, je pense que Frimpong, il fait partie de ces joueurs-là qui, aujourd'hui, sur le côté, il sait tout faire. En fait, il sait vraiment tout faire et il a assez de hargne pour être un bon joueur défensif, en fait, aussi. Donc, ouais, j'avais mis Frimpong à la 5e place. Bah moi, je kiffe Frimpong, mais je ne l'ai pas mis dans mon top 5 parce que Leverkusen ne fait pas une très grosse saison. Et du coup, ça veut forcément dire qu'un des gars que j'ai mis dans mon top 5 n'est pas dans le tien. Et du coup, est-ce que tu as mis Trent? Non, j'ai pas mis Trent. Ouais, bah c'est le débat que j'avais parce que du coup, je l'ai mis 5e. Et moi, je suis pas le plus grand fan de Trent de la planète. Les gens le savent, j'en ai parlé son recrutement au Real Madrid. Pour moi, c'est pas un bon move du Real. Ça va pas dans la bonne direction prendre Trent par rapport à ce que tu dois faire et la manière dont tu dois bâtir ton équipe. J'aime pas son activité défensive, même si en vrai, il y a les chiffres statistiques, les stats sont pas mauvaises défensivement, il a un gros volume de tacles, etc. Mais c'est parce qu'il se jette énormément. Quand tu regardes sur le pourcentage de dribbleurs taclés, c'est moins d'1 sur 2, c'est 45% de dribbleurs taclés. Ça le place 8e centile en Europe. Ça veut dire que 92% des latéraux taclent plus de dribbleurs que lui. On sait, il a tendance à se jeter, à perdre ses duels et à laisser son équipe en position assez vulnérable derrière. Sur l'alignement aussi, il y a des moments où c'est pas un bon défenseur. On peut dire il a progressé un petit peu, machin. À la fin de la fin, à 26 ans, Trent Alexander-Arnold, c'est pas un bon défenseur, mais c'est un passeur tellement élite. C'est un des meilleurs passeurs de la planète. Il a une capacité pied droit, pied gauche à envoyer des ballons dans la profondeur qui sont extraordinaires. Et champion d'Angleterre. Liverpool gagne le titre à la fin. Je suis pas un grand fan.
Mais j'avais peur de me dire ah, t'es trop un hater si tu le mets pas dans ton top 5. À la fin, je pense que Liverpool sera meilleur sans lui, et toi, t'as mis Frimpong dans ton top 5, le mec qui le remplace au moins numériquement, sur lequel il y a aussi des doutes potentiellement sur sa capacité à défendre, et est-ce que Liverpool va pas être un petit peu vulnérable des deux côtés, avec Kerkez et Frimpong qui sont très très agressifs, très très hauts. Mais ouais, c'est comme ça que je suis sur Alexander-Arnold. J'ai un doute, je l'ai mis 5e à la fin, mais ça me va que toi tu le mettes pas parce que je suis pas pleinement. Moi, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, la dernière fois, on l'a vu face à l'AC Milan. Ouais. J'ai dit Liverpool, ils n'ont qu'à nous donner. 3e journée, Arsenal-Liverpool, à Anfield. Ils n'ont qu'à nous donner les espaces qu'ils ont donnés aux Milanais. Là. J'ai dit, en fait, ouais, les gars, ils montent comme ça, ouais. il laisse plus personne derrière. En fait, c'est vraiment. Ah, ils ont pris 4 buts, 4 contre-attaques. Ils ont encaissé 10 tirs, mais 8 cadrés, des énormes occasions qu'ils ont pris. Attention aux transitions défensives. Ouais, donc c'est pour ça que j'ai hâte de voir comment il va gérer le cas avec Frimpong, comment ils vont se gérer derrière. Mais ouais, moi, j'ai pas mis Trent tout simplement parce que tu me réveilles à 2h du matin, tu me dis Stan Trent, je te dis c'est un top player. Franchement, c'est un top player, il n'y a absolument rien à dire. Mais moi, je reste convaincu jusqu'à présent que le latéral, c'est pas son poste. En fait, c'est un poste par défaut, ouais. Tu vois. Genre, moi, j'ai bien aimé voir Trent durant l'Euro, ou là, c'était durant l'Euro passé à un moment donné, jouer un tout petit peu plus au milieu de terrain. J'ai bien aimé, tu vois, moi, j'ai bien aimé Trent durant la saison, la fin avec Jürgen Klopp, où il le faisait jouer, où il était, oui, sur le papier, le latéral droit, mais qu'après, dans la construction du jeu, il venait créer un double pivot, tu vois. Et il avait vraiment cette liberté-là. Donc, effectivement, c'est là où tu vas exploiter les meilleurs atouts de Trent Alexander-Arnold. Et ça, c'est quoi? C'est les centres, c'est les passes, c'est la vision, c'est le jeu en première intention, c'est la capacité à pouvoir casser des lignes sans vraiment bouger. Donc, il a énormément d'atouts. Maintenant, bon, si je dois regarder des boys qui jouent exclusivement sur le côté, ben ouais, Trent, pour moi, c'est pas forcément cela, quoi, tu vois. Donc, c'est un peu ça, moi, c'est ça. C'est ça qui m'a un peu refroidi sur Trent. Mais n'empêche que voilà, c'est un excellent joueur. Donc, tous mes respects, j'ai hâte de voir comment Xabi va gérer cela. On en parlait il y a quelques semaines quand on faisait justement la vidéo Mercato idéal du Real Madrid et tout. On disait, bon, un de leurs gros problèmes en 2024-2025, c'est qu'ils n'ont pas remplacé Kroos. Et moi, je disais, petit prono, ce Real Madrid de Xabi Alonso, s'il ressort le 3-4-2-1, etc., moi, je le vois bien avec Trent à l'intérieur du jeu, dans le rôle de Kroos, en vrai. Genre, Trent, c'est quoi sinon une forme de Kroos? Pas le meilleur défenseur, mais une qualité de distribution hors pair. À la fin, j'ai pas l'impression qu'il va partir là-dessus. Peut-être aussi parce que Güler a montré des choses intéressantes en tant que meneur de jeu reculé. Peut-être que là, tu as trouvé ton mec un petit peu créatif, une ligne plus bas. On l'a vu à la Coupe du Monde des clubs sur un match, était intéressant dans ce registre. Je sais pas. Ça, Maintenant, c'est le problème du Real, ça, parce qu'ils ont des gros problèmes et Xabi Alonso, il doit avoir des nœuds à la tête tous les soirs en allant dormir. Mais je sais pas ce que tu fais de ça va être compliqué, d'autant plus que moi, j'ai vu en plus que la dernière fois, je sais pas si c'est ça, vous allez me dire dans les commentaires, mais il me semble qu'ils ont sorti la liste des capitaines. J'ai vu Carvajal. Capitaine, je pense que c'est Carvajal, Valverde, Courtois, Vinicius. Donc ça veut dire, en fait, ton capitaine, il est titulaire, techniquement, en fait. Donc, je sais pas, moi, ça m'a perdu un peu, en fait. Je me suis dit, c'est-à-dire que, bon, Dani Carvajal va revenir de sa blessure. Est-ce qu'il revient, il reprend sa place automatiquement? Donc, est-ce qu'éventuellement Trent Alexander-Arnold va monter au milieu de terrain? Parce que je me suis dit, quand même, je comprends le fait qu'il a le brassard de capitaine parce que l'ancienneté, parce que le palmarès, parce que ça fait des années, parce qu'il a vécu toutes les épopées du Real et tout. Mais j'étais comme, tiens, mettre Valverde comme capitaine numéro 1 ou Thibaut Courtois, ça faisait dans ma tête plus de sens parce que tu as plus d'assurance que eux, ils seront sur le terrain anyway. Donc, je sais pas. On va voir vraiment. Moi, j'ai hâte de voir comment il va gérer le cas Trent, mais bon, ce ne sera pas un cas facile, ça c'est sûr. Ouais, c'est pas le seul cas difficile à gérer au Real, mais c'est un de ces cas-là, effectivement. Donc tu l'as pas mis 5e. Ouais. Toi, tu avais mis Frimpong. Qui est-ce que tu as mis 4e? Évidemment, la meilleure défense d'Angleterre, il n'y a absolument rien à dire, c'est Jurriën Timber. J'ai mis Timber 4e, excellent, vraiment, il n'y a rien à dire, quoi. Parce que dans une saison où moi j'ai perdu Ben Blanc, ça m'a fait mal. Et là, il est de retour, ça me fait plaisir de le voir, tu vois, mon Benjamin White, en sachant que normalement, voilà, il devrait petit à petit reprendre sa place. Ça nous donne aussi vraiment deux profils, j'ai envie de dire, presque similaires, mais des gabarits différents, un flow différent sur le terrain. Mais ouais, Timber, l'année passée, il a tout simplement été top. Il a tout simplement été top dans toutes les confrontations qu'on a faites. Il
a fait peu d'erreurs. C'est rare les matchs où tu peux dire que Timber ne sait pas gérer. Il me semble, j'avais même vu les fans du Barça à un moment donné qui étaient surpris quand on a joué le match face au Paris Saint-Germain et tout, qui était juste, même le match face au Real Madrid, d'autant plus même le match face au Real, qui était surpris en disant, mais il est fort Timber. Il dit, mais oui, il est très fort Timber, tu vois. C'est juste dommage qu'il soit arrivé à Arsenal et il s'est blessé. Il est arrivé, hop, il s'est blessé, on l'a perdu toute une saison. Donc l'année passée, c'était presque un nouveau recrutement pour nous d'avoir Timber. On pouvait enfin le voir réellement et voir ce qu'il vaut. Et ouais, encore une fois, tu vois, un peu ce gabarit à la Munoz, tu vois, genre bien stock, ouais, force tranquille, solide. Tu peux compter sur lui sur les corners aussi, une bonne détente. D'ailleurs, je pense qu'il a claqué un but de la tête. Je pense que c'était son seul but. Passeur décisif aussi quelques fois. Il sait monter, il sait se projeter, il sait attendre quand il ne faut pas monter. La connexion avec Odegaard et Bukayo Saka, elle a quand même bien fonctionné. Alors qu'avant, c'était plutôt Ben White qui faisait un travail incroyable avec les dédoublements, les courses et tout. Donc ouais, moi j'ai adoré la saison de Jurrien Timber et ouais, j'ai hâte de voir encore un peu plus. Et pour moi, il mérite d'être cette année dans les 4 meilleurs latéraux droits au monde. Bah, le défenseur droit titulaire de la meilleure défense de Première Ligue, peut-être la meilleure défense du monde, top 2 des meilleures défenses du monde. Et contre Real et PSG, deux confrontations dont tu as parlé, 16 tacles réussis sur les 4 matchs aller-retour, contre pas mal d'adversité offensive. Hein. On peut dire ce qu'on veut du Real la saison dernière, mais il fallait les réussir, les 4 tacles par match contre cette armada. Il avait du monde sur son côté. Donc ouais, grosse saison de Timber qui, en plus, a joué assez longtemps blessé sur la deuxième partie, sur la fin de saison. D'ailleurs, là, je crois qu'il va se faire opérer, ou il est en train de se faire opérer pour continuer de nettoyer le genou, ou peut-être quelque chose à la cheville, peut-être plutôt, si je dis pas de bêtises. Mais Arteta a dit, ouais, là, Timber, il joue avec une gêne. Ça fait quelques mois qu'il joue avec une gêne, et pourtant, il a été assez héroïque. Donc grosse saison de Timber. Et toi, tu as mis Frimpong 5e, Timber 4e. Moi, j'ai mis Trent 5e, Timber 4e. Pour l'instant, on n'a toujours pas mis de vrai latéral droit. On a parlé de Frimpong l'ailier, on a parlé de Trent, le meneur de jeu reculé, et Timber à la base, défenseur central de formation. Donc, est-ce que tu nous as mis un défenseur droit, un vrai latéral droit 3e? Je pense que pour la 3e place, là, j'ai un vrai latéral droit, c'est Denzel Dumfries. Ouais. Okay. Ouais, mais piston droit quand même. Bon, je veux dire, il a toujours un ailier devant lui. Tant qu'il a un ailier devant lui, moi ça me va, tu vois. Donc si c'est lui le boy le plus excentré et que devant lui il y a personne et qu'il y a des attaquants, bon. T'as raison, c'est une bonne manière mais Dumfries a souvent, je veux dire, quelqu'un devant lui et j'ai envie de dire ouais, non, encore une fois top. Top. Dumfries, je pense que nous tous on a en tête le match face au Barça. Même si en vrai, Dumfries, il n'a pas forcément quelqu'un il joue. C'est vrai que ça joue avec Lautaro Martinez et Thuram. C'est vrai que c'est compliqué. En vrai, c'est compliqué. C'est ça, ouais. Donc en fait, c'est le joueur le plus avancé de son couloir. T'as raison. T'as parfaitement raison, en fait. T'as parfaitement raison. Quand t'as Lautaro, t'as Thuram, t'as les 3 qui sont au milieu de terrain, là. Comment il s'appelle? Calhanoglu, Barella, Mkhitaryan. En fait, c'est lui qui est sur le côté, c'est lui qui bosse. Et encore une fois, ça montre à quel point. Moi, j'ai toujours dit, à chaque fois, on me demande, des fois, on m'a demandé, c'est quoi le poste le plus dur au football? J'ai dit, c'est latéral. Pour moi, c'est le poste le plus compliqué. Si un jour on a une vidéo de ce genre-là, et je pense que peut-être qu'un jour on l'aura, mais pour moi, c'est le poste le plus dur. C'est dur d'être là. Non, mon gars. En tout cas, athlétiquement, t'as intérêt à être en forme. Il te faut un cardio d'Éthiopien. C'est un cardio de Kenyan. C'est un cardio de marathonien. Non, mon gars, tu passes ton temps à courir, à monter, à revenir. Et puis, il faut que tu sois lucide. Les gens oublient. Il y a des ailiers. Ouais. Ils jouent que sur une moitié de terrain. Ils font un débord, ils font une accélération, une avancée, 4-5 dribbles, ils ont besoin de 5 minutes sur le terrain. Tu les vois marcher là-bas en train de reprendre leur souffle, de retrouver une certaine lucidité. Quand tu es latéral, tu n'as pas le choix. On va te balancer là-bas. Déjà, tu vas faire un appel. Ton milieu de terrain, il t'a pas calculé. Il a décidé de faire la transversale de l'autre côté. Ouais. 8 fois sur 10, t'es pas servi. Tu fais les appels à vide pour menacer un peu sur la largeur et la profondeur, mais t'es pas servi. C'est vraiment... Ouais, c'est des chiens, c'est des gars de devoir. Beaucoup de respect pour les latéraux. Donc ouais, Denzel Dumfries l'année passée, absolument rien à dire. Il a été incroyable, exceptionnel. En championnat, comme d'habitude, il a fait le travail
c'est bon, mais en Ligue des Champions particulièrement, ils ont pu compter sur lui, toujours là quand il le faut, doublement buteur, je pense, face au Barça et tout dans cette confrontation. Barça, ouais, c'est un. Et puis Dumfries, moi je me rappelle, on était là à la Coupe du Monde quand le Sénégal joue les Pays-Bas et que Dumfries il fait un gros match et même Dumfries à l'Euro, En fait, Dumfries c'est un gars de compétition. Ouais. C'est un gars vraiment de compétition, tu peux compter sur lui, il est compétitif, il est solide. Quand il faut jouer des matchs couperés, des matchs difficiles, tu sais que Denzel Dumfries va faire son travail. Donc ouais, Dumfries dans mon top 3, je pense que c'est mérité. Bah, Dumfries, c'est sur la double confrontation contre le Barça, c'est 2 buts et 3 passes D. Il y a eu pas mal de buts dans cette double confrontation, mais 5 contributions décisives en demi-finale de Champions. La seule raison pour laquelle je ne l'ai pas mis 1, c'est qu'il y a un autre gars qu'on va mettre 1, bien sûr. Mais pour moi, je l'avais mis numéro 2 parce que ce Dumfries, on le connaissait, mais on ne l'avait jamais vu sur une saison entière. Et là, on l'a vu sur une saison entière. Et à ce niveau-là, Dumfries, bah voilà, c'est le 2e meilleur latéral droit du monde. Il a 29 ans, donc il ne lui reste pas énormément de carrière derrière lui, surtout pour un gars dont le profil, c'est la force athlétique, c'est la répétition des efforts, c'est ce monstre. Mais la saison 24-25 qu'il a fait, franchement, lui fait partie des nombreux joueurs de l'Inter qui auraient mérité mieux parce que c'était du très très haut niveau et ça m'a fait plaisir parce que c'est toujours un gars que j'ai bien kiffé sur les hauts, les plafonds. Il y a certains matchs des saisons précédentes, on voit Dumfries, mais c'est quoi ce joueur ? Il est incroyable, mais sur une saison, il avait du mal à enchaîner et là, ça a été très très grosse saison. Donc j'ai beaucoup kiffé Denzel et c'est pour ça que je l'ai mis devant Koundé, que j'ai mis 3e, que j'imagine toi t'as mis 2e du coup. Ouais. Voilà. Pour moi c'était simplement la double confrontation contre l'Inter. Il y en a un qui passe, l'autre qui passe pas et il y a un qui est immense sur la double confrontation. Mais en vrai, Koundé pour moi fait une saison exceptionnelle aussi, un des meilleurs joueurs de la saison du Barça et tu peux en parler un peu parce que tu l'as mis 2e mais je rajouterai pas mal de trucs sur Koundé. Bah ouais, Jules Koundé, mes respects déjà. À la base, pour un mec qui a été là toute la saison, il se blesse en fait. C'est un peu dommage. C'est Jules Koundé. Au moment où Jules Koundé déjà il a été chaud toute la saison. Au moment où il est bouillant, au moment où il est brûlant, au moment où il est au-dessus de... Voilà, quoi. Il est juste au-dessus du lot. Il a cette blessure-là. Et au moment où il marque ce but qui permet au Barça de gagner la Copa del Rey. Très beau but d'ailleurs, passant. Extraordinaire. Ouais. C'est un Jules Koundé qui est revenu comme un régène de Bob Marley et qui nous a juste bluffé en fait la saison passée. Tu vois, je sais pas, il y a peut-être un délire avec les latéraux et les longs cheveux. Cucurella, Koundé, machin, il y a peut-être un délire là-bas. Mais voilà, moi j'ai beaucoup aimé Jules Koundé l'année passée. Franchement, le nombre de passes décisives qu'il a fait, la connexion avec Lamine Yamal, c'était tout simplement incroyable. C'est-à-dire que Koundé aurait même pu marquer beaucoup plus de buts en fait la saison passée parce qu'il a été mis dans des conditions où il aurait pu en claquer peut-être 1, 2, 3 de plus. Bon, malheureusement, c'est pas forcément, je veux dire, son point fort, mais défensivement parlant, Koundé, tu peux compter sur lui. Et défenseur central, encore une fois, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, moi, je me rappelle de Koundé. Je pense que Koundé, la première fois qu'il m'a bluffé, c'est quand il est à Séville et que Séville joue Manchester United, il me semble, de José Mourinho. C'était il y a plusieurs années, en fait, et j'avais juste trouvé Koundé trop fort, en fait. Koundé, cette année-là, en Liga, il était juste trop fort. J'étais comme, mais c'est qui ce mec-là, en fait, qui vient de Bordeaux, qui a autant de sérénité dans son jeu? Arrivé au Barça, il était arrivé, je pense, pour être dans l'axe. Finalement, il finit sur le côté droit. Ça aussi, je pense que c'était pas forcément calculé. En tout cas, moi, je l'avais pas vu venir. Non. Et derrière, voilà, c'est un des 2 meilleurs ou un des 3 meilleurs. On peut voir le classement comme on veut, mais c'est un des meilleurs latéraux au monde aujourd'hui. Jusqu'à ce que même en équipe nationale, il est dans cette position-là. Donc, ouais, non, il est tout simplement top. Et ouais, Jules Koundé, bravo. Et j'ai hâte de voir lui aussi comment il va évoluer cette saison. Encore une fois. Mais pour l'année passée, il n'y a pas grand-chose à dire. C'était un des meilleurs. Meilleurs. Très focus, très sérieux. En fait, moi, j'aime bien Koundé parce qu'il est sérieux. C'est Koundé, il est en vacances. On lui a rien demandé. Il est en train de faire des jogging à Manhattan.
sais pas si tu as vu la vidéo traîner sur les réseaux là. Il fallait le voir. Lui-même, il a lui-même tweeté sur la vidéo en disant c'est qui lui? Parce que lui-même, il sait. Hansi Flick nous a dit la saison passée que Koundé, ça sert à rien de lui donner des vacances parce que dans tous les cas, il va s'entraîner. C'est-à-dire que Koundé, tu sens vraiment que c'est un workaholic, malgré le fait qu'il s'est plaint cet été en disant qu'il y avait trop de matchs. Effectivement, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Nonobstant le fait que les mecs, c'est des milliardaires, des millionnaires et puis tout cela. La vérité, c'est que bon, les gars, par rapport à la charge de travail, par rapport à l'intensité, le haut niveau, c'est que ça demande. Tu vois, on n'est pas dans un comparatif du frérot qui est pompier et le frérot qui est footballeur. Non, c'est pas ça. C'est plutôt par rapport à la demande du haut niveau, au fait que tu as les projecteurs sur toi, au fait que tu es au Barça, au fait que tu es obligé de performer, quel que soit peut-être le grand club dans lequel tu es. C'est vrai qu'il y a beaucoup de matchs, ça nous tous, je pense, on peut être d'accord là-dessus. Mais n'empêche que même s'il y a beaucoup de matchs, il est tout le temps là. Il joue tous les matchs, en fait. Tu vois, s'il n'y a pas cette blessure... Et avec l'équipe de France en plus, donc ça fait une grosse charge de travail sur ses épaules. Il termine la saison au Barça avec 4400 minutes. C'est le 4e joueur le plus utilisé par Hansi Flick, mais c'est que parce qu'il est blessé sur la fin. Parce que pendant longtemps, c'était le joueur de champ le plus utilisé des 5 championnats majeurs. Le mec avec le plus de minutes, tout club confondu. Il a fait une très grosse saison. C'est terrible. La seule raison pour laquelle je le mets pas deuxième, je pense, c'est parce qu'il fait seulement 42 minutes de la double confrontation contre l'Inter. Le moment le plus important de la saison pour le Barça, malheureusement, il se blesse sur le match aller et il joue pas du tout le retour, alors que Dumfries claque 2 buts et 3 passes D dans cette demi-finale de Champions, qui est évidemment énorme. Mais sinon, tout le reste pour Koundé, moi, ce que j'ai apprécié, c'est qu'il a maintenu la solidité défensive qu'on lui connaît, ce Barça asymétrique, où comme je disais dans l'autre vidéo, il est 70e centile des joueurs qui touchent le plus de ballons dans leur premier tiers par rapport à Baldé qui est 14e centile, qui touche quasiment pas de ballons dans le premier tiers, qui fait pas partie de cette plateforme de construction. C'est deux latéraux, mais bien sûr aux fonctions très différentes. Il a conservé cette solidité-là, mais en ajoutant énormément à son jeu. Sa progression sur le domaine offensif, c'est simple, Koundé cette saison, il a doublé son nombre de buts, de 2 à 4, et il a doublé son nombre de passes décisives, de 4 à 8, dont le but vainqueur en finale de Copa del Rey. Juste ça, contre le Real, magnifique but, effectivement, ça te fait gagner des points de Ballon d'Or. Il a son véritable moment de lumière, il a un des plus grands moments de sa carrière, peut-être en club le plus grand moment, le but d'un trophée contre le rival, c'est magnifique. Et les chiffres avancés sont très bons aussi, 84e centile en passe progressive, mais aussi 86e en passe progressive reçue, ce qui est bien un symbole d'à quel point il a multiplié les allers-retours et il était dans la bonne zone offensivement quand il fallait. Il n'était pas en train de traîner. Il a eu une bonne entente avec Lamine Yamal. On a vu les deux combiner de manière surprenante. On ne pensait pas. Yamal, un des joueurs techniquement, peut-être le joueur techniquement le plus gifted du monde, le plus talentueux du monde. Et Koundé, c'est pas la même histoire, et pourtant, il s'est mis au diapason, et dans des combinaisons, 1, 2, 3, il a été loin d'être ridicule, au contraire. Il a beaucoup apporté sur ce flanc. Il est 89e centile, Koundé, en ballon touché dans la surface de réparation adverse. On n'aurait jamais pensé ça de Koundé, qui à la base est un défenseur central de formation. Donc sa progression là-dessus, le style Flick lui va très bien, Flick l'a très bien coaché, mais c'est aussi à mettre à son crédit, il a développé des armes supplémentaires. Et à un moment, il disait, moi je veux pas vraiment être latéral, mon poste c'est défenseur central. Peut-être il le pense encore au fond de lui, peut-être si jamais il y avait un transfert, il redeviendrait défenseur central, peut-être, mais c'est de moins en moins probable, parce qu'avec ce qu'on voit de Koundé, de plus en plus, on a un défenseur droit moderne des années 2025, dans un système asymétrique qui apporte la stabilité, mais de plus en plus la capacité de progression et de la pertinence dans le dernier tiers. Donc Koundé est évidemment top 3 de ce classement. Deuxième, ça me choque pas du tout, parce qu'il a des moments de lumière aussi, mais le premier... je crois qu'on le connaît tous. Le premier, il n'y a rien à dire. Le premier même, normalement, si la tendance se maintient, il est ballon d'or africain, en fait. Déjà, la passe, déjà... Et peut-être top 5 au vrai ballon d'or, ouais, top 3. Définitivement, moi, je me dis... On a le temps encore de discuter de cela et de voir dans les prochaines semaines où est-ce qu'on va le placer dans le classement final. Mais, ça, ce sera le 11e épisode. Voilà, c'est ça. Mais là, déjà, il prend la place de... Je pense qu'il prend la couronne qu'il aurait dû avoir, qu'il aurait pu avoir. Ouais, c'est ça, en fait. Il a perdu chez lui le ballon d'or au profit de Lookman, qui avait fait une saison tout simplement incroyable, lui aussi, l'année d'avant, avec l'Atalanta. Et là, maintenant, j'ai envie de dire que, ouais, Achraf Hakimi, bravo. Voilà, bravo. Il n'y a pas autre chose à dire à part bravo. C'est l'atelier, quoi. Lui aussi, c'est l'atelier, mais c'est l'atelier que Achraf, la dernière fois, je réfléchis, j'étais comme, il est tellement dur à dribbler. En fait, c'est soit il a la baraka
genre, il y a toujours quelqu'un pour être là, pour le couvrir, ou même si lui, il est là, il va te rattraper. Si tu le dribbles, il va te rattraper. C'est ce genre de joueur-là, quoi. Tu vois, c'est ce genre de joueur-là. Ouais, j'ai tellement parlé de Achraf Hakimi que je ne sais même plus quoi dire à part bravo, quoi. Sincèrement, à part félicitations, bravo. Prends ton trophée, voilà, c'est clair et net. On aurait pu le donner dès la première seconde de la vidéo. Vraiment. La saison qu'Achraf Hakimi a fait, c'est même pas la meilleure saison d'un latéral droit. C'est le meilleur latéral droit de 2024-2025. C'est une saison qui est parmi les saisons all-time de latéral droit de toute l'histoire du foot. Il a été spectaculaire. Je crois les chiffres. C'est 11 buts, 13 passes D, 4 buts et 5 passes en Champions, quasiment 10 contributions décisives en tant que défenseur droit. Et pour le coup, lui, c'est un vrai défenseur droit. Il a vraiment un ailier devant lui. Lui, on peut dire, c'est un latéral. Mais ces chiffres-là, les chiffres buts, passes D, j'ai vu des tweets passer « Ah, qui a eu plus de contributions décisives qu'Hakimi dans l'histoire, machin ?» C'est juste une toute petite partie de l'équation. Les autres chiffres qui sont pertinents pour parler d'Achraf Hakimi, c'est que déjà, dans ce Paris Saint-Germain historique, il n'y a que 2 joueurs qui ont joué les 17 matchs de Champions. C'est lui et Pacho. Il a joué 1540 minutes sur 1560 possibles. Heureusement qu'il ne s'est pas blessé. Heureusement qu'il ne s'est pas blessé parce qu'Hakimi était top 3 des joueurs les plus essentiels de ce Paris Saint-Germain-là. Et après, si tu veux voir les chiffres avancés, tu vas sur FBRF. Et FBRF fait bien sûr, comme je le cite constamment, les barres de couleurs en fonction de la qualité, à quel point ils sont hauts dans les pourcentages par rapport aux autres joueurs de la position. Plus c'est vert, mieux c'est. Et en fait, tu vas sur la page FBRF d'Achraf Hakimi et tu vois le fond d'écran Windows XP de la colline verte, verdoyante là. Oui. Ok, bah ça c'est le profil FBRF d'Achraf Hakimi. Il y a que du vert. Alors, il est 97e centile en but. 98e centile en tir, 97e en passe décisive, 99e en XG plus XA, 99e en action qui amène à un but, 99e en passe tentée, 97e en passe progressive, 98e en portée progressive, 98e en ballon touché dans la surface, 99e en passe progressive reçue, mais aussi sur toutes les catégories défensives, il est dans le premier tiers. Tacle, interception, bloc, c'est le joueur ultime. Il a trouvé une entente parfaite avec le potentiel futur Ballon d'Or Ousmane Dembélé en plus sur son côté. Donc qu'est-ce que tu vas rajouter de plus? Ce sera très très difficile dans l'histoire du foot de faire une meilleure saison défenseur droit qu'Achraf Hakimi 2024-2025. Non, ça va être difficile. Franchement, ça va être dur. Franchement, ça va être dur et vraiment bravo à lui, félicitations à lui parce que, ouais, tu as tout dit, hein, t'as tout dit. Le profil, il est vert. En fait, Achraf Hakimi, j'ai envie de dire, c'est un green flag ambulant. Tu vois, genre dans une époque où on parle beaucoup de red flag, c'est quoi vos red flags à gauche et à droite et puis machin et tout, lui c'est un green flag, c'est vraiment un green flag ambulant, tu sais que tu le mets dans ton équipe et tu sais que t'as pas de stress. Et à un moment donné, Achraf, peut-être qu'on l'avait, peut-être, et je dis bien qu'on le catégorisait un peu par rapport à sa vitesse, en disant bon, il est rapide et tout, il est vif, mais ce qu'il a fait la saison passée, au-delà même d'être sur le terrain et d'être un très bon joueur, moi, c'est le leadership. En fait, il a un leadership. Tu sens l'âme d'un leader. Tu sens l'âme d'un gars qui a envie de tout gagner, d'un mec qui est très calme, qui est très posé, qui sait tout faire, en fait. Achraf, il sait même frapper les coups francs. Mais c'est parce qu'il n'a pas eu peut-être beaucoup d'opportunités à Paris pour frapper des coups francs. Mais moi, j'étais là à la CAN au Cameroun avec le Maroc, je pense face au Gabon. Quand il vient, il pose le ballon, il met le ballon, tac, il te claque son free kick, tu vois, c'est un boy complet, c'est un boy tout à fait complet. Encore une fois là, j'ai envie de dire que c'est dommage pour le Real Madrid parce qu'ils avaient là un joueur vraiment incroyable en fait dans leur roster. Et bon, après c'est ça aussi les très grands clubs, c'est que voilà, ça recrute, ça tente, des fois ça en fait, j'ai envie de dire ça cueille mais ça te cueille pas quand t'es mûr.
Tu vois, genre, tu l'as accueilli et tu as regardé et t'es comme, il est pas mûr et t'as jeté. Alors qu'en réalité, il fallait le laisser tranquillement sur le comptoir de la cuisine, lui donner quelques semaines, donc dans le monde du football, quelques années pour lui permettre de prendre ses couleurs, tu vois. La pomme n'est pas forcément censée être la mangue, pardon, parce que Wilou, c'est un grand amateur de mangue. La mangue n'est pas censée, Ouais, elle n'est pas censée forcément être verte. Et elle doit avoir un tout petit peu de rougeur, tu vois, quelques petites couleurs dessus, orange, machin, tout cela. Et là, tu sens qu'elle est en train de mûrir, tu la coupes et la chair, elle est tendre. Ah, c'est dommage. Voilà, les Madrilènes, ils l'ont discard un peu trop tôt. Et aujourd'hui, il est ce qu'il est. Et à son âge, avec une excellente équipe nationale, on l'a vu à la Coupe du Monde aussi, il a été sensationnel. Il va marquer ce penalty-là, je pense c'est face au Portugal ou un Bien truc sûr, comme la ça. Panenka contre l'Espagne. Yeah, contre l'Espagne, pardon. Il a vraiment il a de la confiance en lui. Et moi, ça, j'apprécie. C'est ça que moi, j'apprécie avec Achraf. Toujours le bon mot. Il sait comment parler, en fait. Faut l'écouter parler aussi. Après les matchs, tout ça, toujours posé. C'est au-delà du joueur de foot, je pense que c'est entre guillemets un humain incroyable. Là, je l'ai vu en plus cet été avec sa fondation, pas mal de choses qu'il fait au Maroc et tout. Non, franchement, c'est bravo à Achraf Hakimi, qui a changé de sponsor aussi au courant de cette saison. Je me suis dit c'est dommage pour l'autre sponsor parce que il était sous Adidas et là il est passé sous Under Armour et là il passe sous Under Armour, il fait la saison de sa vie, tu vois. Alors que d'habitude, après chaque grand match, c'est Adidas, ils ont l'habitude de faire les posters là, tu vois, genre en mode il y a toujours le gros coat avec tout un truc, tu vois, ils en ont profité avec pas mal de joueurs, même le boy de l'Inter là qui a failli, celui qui avait marqué le but qui a failli s'évanouir là, j'ai oublié le nom. Attends, je vais essayer de le... Fratesi? C'était Fratesi, c'est Fratesi qui a claqué le but et qui a failli s'évanouir en voulant sortir du terrain à cause de la célébration, machin. Le soir même, Adidas, ils ont fait la grosse affiche en mode genre Fratesi, machin, tout ça, tu vois, ils ont l'habitude de faire ça, j'étais comme, ah, dommage, il a changé de... Ils ont raté une opportunité. Ils ont raté une opportunité. Mais tu parlais du Real. Moi, je pense aussi à un club dont dans quelques années, des gens vont faire des vidéos 11 all-time du 21e siècle, machin. C'est Dortmund. Dortmund qui aura eu, à un moment, dans ses rangs, Hakimi, Bellingham, Haaland, le prime Sancho, Lewandowski. Dembélé, un futur ballon d'or aussi. Exactement. Ouais, c'est assez effrayant les talents qui sont passés par Dortmund. Yeah. Et ouais, je me souviens d'Hakimi de cette époque aussi. C'était mais là c'est vraiment le prime, la meilleure version et le joueur ultime qui est en vrai, je pense la meilleure manière de décrire Hakimi, c'est que c'est deux joueurs en un. Avec Hakimi, parfois tu as la sensation que tu joues à 12. En 2024-2025, c'était deux gars en un seul gars. Et ouais, maintenant, la question, ce sera où est-ce qu'il terminera au vrai Ballon d'Or, parce qu'il y a la question de c'est un défenseur, mais quand tu vois les chiffres, c'est bien plus qu'un défenseur. Ouais. Donc, le monde du foot, il y a beaucoup de talent, et les postes, c'est tellement dur à comparer. Donc, bon, on aura l'occasion d'en rediscuter, mais il finira très très haut. En tout cas, il doit finir très très haut. Et moi, dans tous les cas de figure, c'est sûr et certain qu'il est dans mon top 5 du Ballon d'Or final. Maintenant, j'ai encore un peu de temps pour réfléchir, pour voir à quel niveau il va être. Mais ouais, il est définitivement dans le top 5. Donc ouais, félicitations à lui, bravo à Achraf, bravo à Nuno Mendes et bravo à tous ces joueurs-là. En fait, le Paris Saint-Germain, voilà, c'était un Paris Saint-Germain all-time. Ben, on peut être d'accord là-dessus, tu vois. Maintenant, moi, pour l'instant, du coup, dans nos vidéos, là, notre route vers le Ballon d'Or, on a Hakimi à droite, Mendes à gauche, Donnarumma dans les buts. Toi, t'as mis Marquinhos de top 1 de ton classement. Donc, disons Marquinhos. Bon, moi, j'ai mis Van Dijk. Donc, disons Van Dijk, Marquinhos, la charnière. Mais pour l'instant, le PSG truste pas mal de positions. Ouais, et encore une fois, tu vas voir, les gars vont venir me dire c'était Pacho qui devait être là-bas. Donc ça montre à quel point, en fait, on peut mettre toute la défense du Paris Saint-Germain. J'ai hâte de voir comment on appelle les prochains trucs, parce que la semaine prochaine, on va se plonger là sur les milieux de terrain. On fait quoi? Milieu défensif et milieu centraux? Attends, laisse-moi voir comment j'avais noté l'affaire un tout petit peu. Là, on a fait droit, gauche. Je pense qu'on va partir sur... On va partir sur 3 types de milieux de terrain. Donc, on va partir sur milieu défensif. 6-8-10. Voilà. Milieu central. Et après, on va faire milieu offensif. Donc, c'est ça. Donc, la semaine prochaine, c'est milieu défensif et milieu central. J'ai hâte de voir. Parfait. Ça promet. Parfait. La famille, on se
Ça va être Ouais, incroyable. ouais, ça va être très très chaud. La famille, Ça va être fou. on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas d'aller sur la chaîne de Wilou pour voir qui a été le meilleur du côté gauche. Au-delà de ça, même si vous savez déjà c'est qui le meilleur latéral gauche cette année, le plus intéressant c'est le reste du classement et la liste complémentaire aussi, les mentions honorables. Et du côté droit, la même chose, même si là on sait que c'est Achraf Hakimi, ben, la discussion nous a amené à voir que il y a de moins en moins de latéraux. Carrément, quoi, en fait. C'est vraiment... Aujourd'hui, il faut être hybride. En fait, aujourd'hui, il faut savoir tout faire. Wilou, on est d'accord, il faut savoir tout faire aujourd'hui. Ça me rappelle, il y a... Je sais plus, c'est qui disait ça? J'avais lu ça une fois. Un gars qui disait qu'un joueur de foot ne doit pas jouer du 11 contre 11 avant d'avoir au moins 12 ans. En bas de 12 ans, il ne faut pas jouer de 11 contre 11. En bas de 12 ans, les boys, ils doivent faire style futsal, style 5 contre 5. En fait, tu dois savoir tout faire. Tu dois vraiment savoir tout faire, en fait. Si tu veux vraiment atteindre un certain niveau, et après, on va te polir, on va essayer de te mettre des trucs. L'erreur que des fois, ça fait dans certaines académies, c'est que les boys, le boy à 9 ans, l'a déjà catégorisé, on est comme tu vas être défenseur central. Non, non, il faut qu'il sache tout faire, tu vois. Et Achraf, il fait partie de ces boys-là qui sait tout faire, franchement. I agree, I agree. Il y a un exercice qui est pas mal dans certains centres de formation. Je ne sais pas si c'était Cruyff qui avait pensé à la base, mais jusqu'à un certain âge, quasiment le seul exercice que ça fait, c'est des 2 contre 2 ou 3 contre 3, mais où tu as en gros, c'est sur une petite parcelle de terrain et il y a 2 buts. Dans 2 petits buts, tu vois, genre dans 2 petits buts, on va dire, comme quand tu joues au parc, les petites cages, là, machin. 2 petits buts dans lesquels tu peux marquer. Donc, tu peux aller soit à gauche, soit à droite, et tu dois défendre tes 2 buts. Et comme ça, tout le monde développe le dribble, la passe, le but, marque beaucoup de buts. Tu finis l'entraînement, tu as marqué 8 buts, et tu travailles sur tes qualités fondamentales, propres, qui t'aideront même quand tu seras défenseur central potentiellement. Maintenant, avoir la qualité d'élimination, le premier crochet, la passe bombée, tout le reste, c'est évidemment utile. Donc ouais, il faut être total. Il faut être total. Football total, colossal football. Achraf Hakimi, j'ai hâte de le voir à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations chez lui. Bon. Désolé les Marocains, hein. J'espère que vous n'allez pas être champion quand même parce que nous tous on est contenders, mais on va voir ce que ça va donner. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. Dès la semaine prochaine pour la suite de ce En route vers le Ballon d'Or. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, toujours le plus important. Tous outsiders. Bisous.